I need love, love. Demain sur France 3. Ease my mind. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. Elle a l'amour des belles coupes. L'écriture et la coiffure, finalement, c'est la même chose. Tu te moques de moi. Il a la passion des belles formules. J'arrive jamais à savoir si tu dis les choses pour me faire plaisir ou si tu y crois vraiment. Mais peut-on s'aimer quand tout vous oppose? Comment t'expliques qu'un homme qui sait tellement de choses sait plus rien dès qu'on parle de sentiments? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? J'espère juste que tu m'as pas trop menti. Pas son genre, fable d'aujourd'hui, romance éternelle. Demain à 21h05 sur France 3. Votre programme avec les pâtes farcies Saint-Jean aux œufs de poule élevés en plein air. Saint-Jean, pastier français depuis 1935. Bonsoir, le premier tour des élections municipales, c'est le 15 mars. Et c'est une date qui s'approche. Vous avez sans doute reçu des tracts, vous avez peut-être rencontré des candidats dans votre commune et vous avez peut-être des questions. Eh bien, France 3 vous aide à choisir ce soir avec des débats. Il y aura 6 débats en prime time, Montluçon et le Puy-en-Velay ce soir, Aurillac et Moulins mercredi prochain et Clermont-Ferrand et Thiers le 11 mars. Pour l'occasion, ça n'est pas seulement France 3, c'est le service public tout entier qui se mobilise. Avec moi sur ce plateau, Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et donc pour ce débat, nous allons aborder 4 grands thèmes qui sont tous présents dans vos programmes. D'abord l'économie et l'emploi, c'est un vrai thème vital pour une ville comme Montluçon, un bassin d'emploi. Les questions de sécurité également, la problématique de la santé qui est là vraiment vitale aussi également pour Montluçon, et puis les questions d'environnement et du cadre de vie qui sont très présentes dans cette campagne à Montluçon et ailleurs. Eh bien, bienvenue Emmanuel, bienvenue à vous dans cette première soirée de débat. On commence tout de suite avec la présentation de nos invités. Frédéric Laporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Montluçon. Vous avez succédé à Daniel Dugléry fin 2017 et vous représentez la liste Tout pour Montluçon, soutenue par Les Républicains. Frédéric Cotte, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous représentez la liste Pour Montluçon, Changeons la donne, liste divers gauche. Vous êtes soutenu par plusieurs partis de gauche, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et Génération.s. C'est une liste de rassemblement de la gauche, avec également des socialistes, des insoumis et des citoyens, acteurs du mouvement social. Et on y reviendra. Jean-François Jarige, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous représentez la liste Ensemble pour le Grand Montluçon, liste soutenue par La République En Marche et le MoDem. C'est exact. Joseph Roudillon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous présentez sur une liste qui s'intitule Montluçon Ensemble, liste ouverte, liste sans étiquette. Votre particularité, vous étiez vous aussi dans la majorité de monsieur Laporte précédemment, mais vous avez décidé de vous présenter séparément. On en parlera sans doute dans ce débat. Sylvie Sartirano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre 5e invité. Vous vous présentez sur une liste sans étiquette qui s'intitule Montluçon dès demain. Avant d'ouvrir ce débat et de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous proposer une présentation de cette commune qui nous intéresse, la commune de Montluçon. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Montluçon en 54 secondes. C'est parti. Et voilà pour cette présentation chiffrée. Avant de parler des programmes, il y a quelque chose de marquant quand on regarde cette élection, c'est le nombre de listes. 8 listes, donc 5 sur ce plateau, avec des concurrents qui étaient autrefois des alliés. Joseph Roudillon, je le disais tout à l'heure, vous étiez dans la majorité municipale avec Frédéric Laporte ici présent. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter séparément ? Alors, je crois tout d'abord que l'engagement
dans une élection municipale, c'est un engagement collectif, de sorte que mon parcours antérieur est un parcours individuel que j'assume complètement. Mais je pense que dans le cadre de ces élections, c'est un engagement collectif, c'est une nouvelle page. Nous sommes persuadés, c'est notre conviction sur la liste que j'ai l'honneur de diriger, et bien que les Montluçonnais, quelles que soient leurs origines, quelle que soit même leur couleur politique, doivent, devant le défi qui leur est posé, eh bien, se rassembler au-delà de toutes ces différences. Vous auriez pu réaliser cette démarche avec M. Laporte. Pourquoi pas ? Non, je pense que la démarche que nous entreprenons est fondamentalement différente. Elle est différente par rapport à la composition de la liste. Je n'ai pour ma part aucune étiquette politique. Et d'autre part, elle est fondamentalement différente dans l'approche même, dans la mesure où nous sommes dans une démarche de retrouver les valeurs de la démocratie locale, de la participation des citoyens à la réalisation du mandat. Frédéric Laporte, vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente avec M. Rodillon ? Est-ce que vous en avez cherché un déjà ? Oui, on en a cherché, oui, effectivement. Non, mais bon, en 2017, M. Ducléry a souhaité démissionner et pour préparer l'avenir. Préalablement à cette décision, on avait discuté ensemble justement de transmettre ce mandat. Joseph Rodillon a souhaité lui aussi participer à une élection interne qu'on a organisée. Et puis il y a eu un résultat. Moi, je me suis conformé au résultat. On a discuté. Il y a eu une voix d'écart entre vous, en votre faveur, ce qui montre un équilibre assez... ou un déséquilibre au sein de la majorité. Il y avait un équilibre plutôt, oui, effectivement, entre nos deux personnes au moment de l'élection primaire. Mais je pense qu'après, l'ensemble des élus de la majorité que j'ai eu le plaisir de diriger pendant un peu plus de 2 ans ont travaillé quasiment intégralement derrière moi et avec moi. Donc on a travaillé ensemble. Donc je pense qu'après, le débat était clos, le débat de la primaire en tout cas. Frédéric Cotte, vous représentez une liste donc d'union de la gauche. Vous êtes soutenu par quasiment toute la gauche. On ne retrouve pas le logo PS. Est-ce que c'est une union de la gauche, sauf un parti ? Tout d'abord, cette fragmentation du paysage politique et ce nombre inédit de listes peut être interprété comme un signal vivifiant pour la démocratie locale. C'est également, à mon sens, à notre sens, un signe d'une certaine souffrance du territoire où les démarches d'unification ont du mal à apparaître et à se concrétiser. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il faut absolument mener une campagne digne et que celui ou celle qui aura l'honneur d'être élu maire devra, dès l'élection passée et sur la base du programme qui aura été validé par les Montluçonnais, s'atteler à une tâche de rassemblement et de fédération de l'ensemble du territoire. Bon, en ce qui me concerne, comme vous l'avez dit, j'anime la liste de rassemblement de toute la gauche. Je n'ai pas la chance de bénéficier de tous les logos officiels puisque certains appareils ont fait le choix de démarches solitaires. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit est le même. C'est la liste de rassemblement de l'ensemble de la gauche. Alors on rappelle quand même, il y a un candidat étiqueté PS dans cette élection. Il n'est pas parmi nous. Oui, j'aurais aimé d'ailleurs que vous puissiez les inviter. Ça m'aurait évité de m'exprimer à leur place. Effectivement. Et notre dispositif technique ne nous permettait pas d'accueillir 8 listes. Effectivement, la vitalité démocratique montluçonnaise se heurte à nos limites. Le regret de Frédéric Cotte que le Parti socialiste ne soit pas représenté, ni la France insoumise, tout à fait. Alors, qui dans notre territoire a quand même... France Insoumise qui est soutenue par M. Pierre Golbert, en l'occurrence. Nous aurions souhaité effectivement avoir tout le monde, mais le dispositif technique ne nous l'a pas permis. On s'est conformé donc à ce que nous a dit le CSA. De la gauche montluçonnaise sur le plateau. Pour faire nos choix. C'est très intéressant. Jean-François Jarige, j'en viens à vous. La République En Marche était forcément absent de l'élection municipale précédente. Comment vous allez trouver votre place au milieu de ces 8 listes ? Forcément, puisque nous sommes un mouvement qui a moins de 3 ans, donc on ne pouvait pas être présent aux dernières élections municipales à Montluçon. La place que nous trouvons, en fait, elle est extrêmement simple, c'est qu'on part d'un principe de renouvellement de la vie politique. Et effectivement, la liste que je représente propose des gens qui sont candidats très expérimentés dans leur domaine de compétences, qui n'ont pas eu de mandat politique, mais qui ont à cœur, en fait, de renouveler la vie politique en réussissant, j'espère, à cliver autour des projets et plus des personnes. Et c'est ce que nous voulons faire
qu'on arrête ces querelles de personnes. Monsieur Cotte a parlé de rassemblement. Et c'est ce que nous cherchons aussi à faire des larges rassemblements. Et nous espérons qu'après l'élection, nous pourrons rassembler suffisamment de forces politiques pour bâtir et continuer des projets solides. Sylvie Sartirano, vous vous présentez sur une liste sans étiquette. Est-ce que c'est un atout de n'être soutenu par aucun parti politique en place ? Ah, tout à fait. Je pense qu'on peut tout à fait briguer le poste de maire sans avoir de soutien politique. C'est un travail collectif qui a été fait pour Montluçon dès demain. Depuis la dernière élection à laquelle nous avions participé, on est arrivé 4e, donc avec 2 élus. Et on n'a pas lâché le morceau. Et depuis 6 ans, on a continué de travailler, d'associer les citoyens et la population autour de débats thématiques pour pouvoir proposer aujourd'hui un projet au Montluçonnais, je le pense en tout cas, solide en termes de propositions et réfléchi. Le fait d'être soutenu par personne n'empêche pas, c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à mettre en place des politiques publiques intéressantes pour la population. Alors justement, vos projets, on va en parler maintenant qu'on vous connaît mieux, avec un premier thème, l'économie, l'emploi et l'attractivité. Montluçon, dans les années 70, c'était environ 60 000 habitants. Aujourd'hui, c'est moins de 36 000. On peut donc dire que c'est une ville qui s'est dépeuplée. Le taux de logements vacants est de plus de 19%. C'est l'un des plus élevés de France. Ma question à vous, Monsieur Laporte, qui êtes maire sortant, comment vous comptez inverser cette tendance ? Alors d'abord, il faut revenir à l'histoire. Effectivement, pendant 25 ans environ, de 1975 à l'année 2000, on a perdu énormément d'habitants, 17 000 habitants pendant cette période-là. On a réussi à atténuer cette diminution, environ 4 000 habitants qui ont quitté notre territoire depuis les années 2000. Donc c'est un ralentissement, malgré tout. Effectivement, on a énormément de difficultés à regagner de la population. Vous avez parlé d'attractivité. Quand on regarde la géographie, non pas locale, mais plutôt départementale ou même régionale, on se rend compte que la plupart des villes qui sont autour de Montluçon ont perdu énormément de population, elles aussi. Les départements ont perdu énormément de population, à part le Puy-de-Dôme et Clermont-Ferrand. L'ensemble de cette région a perdu beaucoup de population. Donc, on constate aussi qu'il y a un manque important de dessertes ferroviaires. Et ça, c'était un combat qu'on mène. Grâce à ça, on a réussi à retrouver un réseau ferré qui va être classé au niveau national par la SNCF et l'État. Donc l'entretien de la ligne Montluçon-Bourges va être assumé par l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle vient d'arriver la semaine dernière. Et nous prétendons qu'il nous faut absolument une ligne LGV et que le désenclavement et l'attractivité de nos territoires, je ne parle pas de Montluçon, là, c'était beaucoup plus large, ne pourra être assumé que si la LGV vient. D'ailleurs, quand on regarde le réseau LGV au niveau national, il n'y a que la poire de la région, enfin centrale en France, qui n'est pas où il n'y a pas de ligne LGV. Et ça, c'est un manque extrêmement important. La ligne à grande vitesse, c'est un projet encore très lointain, au mieux à 20 ans. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un projet relativement fumeux, parce que vous dites à 20 ans, c'est relativement... On peut penser 40 ans, donc dans le meilleur des cas. Et de toute façon... Il est fort à craindre que nos territoires intermédiaires ne soient pas irrigués par cette desserte qui reliera un point à un autre, en l'occurrence le doublement entre Paris et Lyon. Donc il faut absolument se battre pour des dessertes ferroviaires dignes de ce nom dès aujourd'hui, en particulier vers Paris. Grâce à la région centre, c'est en cours de route. On pourra parler de la desserte vers Lyon, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a rouvert le Bordeaux-Montluçon, mais que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes se refuse à tout craindre de rouvrir le Montluçon-Lyon. Et cette posture est soutenue par le président de l'agglomération et par le maire sortant. Donc, moi, nous bagarrons. Le président du Gléry, à l'avant-dernier conseil communautaire, l'a redit. L'a dit, c'était la première fois où il osait le dire. C'est peut-être la fin de mandat qui lui a délié la langue. Il a dit « Je soutiens la posture du président Wauquiez ». Donc, si on veut redynamiser nos territoires, il faut absolument avoir la liaison vers Paris de manière moderne, sans ligne à grande vitesse, en 2h30, 3 heures, c'est tout à fait réalisable.
avec des trains à hydrogène, et rouvrir la liaison, et ce sera un combat à mener. Il faut arrêter, M. Laporte, de s'aplatir devant M. Vauquier, même si c'est une personnalité importante, en rouvrant le Montluçon-Lyon. Parce que c'est absolument indispensable pour irriguer nos territoires, et puis nous subissons la double peine. Ne pas être lié à la capitale régionale de nos jours, c'est un non-sens absolu. On va laisser M. Laporte répondre, ensuite on va donner la parole aux autres candidats qui sont là. Si je comprends bien, contrairement à 2014, M. Cotte n'est plus un fervent défenseur de la LGV, puisque c'était le cas, il l'a déclaré sur ce plateau en 2014. C'est bien dommage. On dit que si elle venait, on prendrait, ensuite, mais elle ne viendra pas. On essaie de faire une réponse rapide pour donner la parole à tout le monde. Bien sûr. Ensuite, le déclassement de la ligne Mont-Luçon-Bourges, c'est le président François Hollande qui l'a fait en 2017. Voilà. Et grâce au travail de l'association TGV Grand Centre, avec la région Centre, des gens effectivement avec lesquels nous avons travaillé, et la Montluçon Communauté et la ville de Montluçon, nous avons pu retrouver ce classement en ligne TET. Et ça, c'est absolument essentiel. On se bat pour l'attractivité ferroviaire de notre ville, croyez-le bien. Sylvie Sartirano, est-ce que ces désenclavements, ces lignes ferroviaires, c'est ça le secret pour que Montluçon retrouve une attractivité, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, voilà, on est toujours figé sur ce débat-là. Je pense qu'il va falloir qu'on se relève les manches, tous ensemble. Pour vous donner une idée, il y a moins de 10% de gens en France qui savent situer où est Montluçon. Donc je pense qu'on a déjà un travail absolument important à faire pour qu'on arrive à avoir une image, à se donner une image que l'on n'a plus, que l'on n'a pas. On a vécu effectivement une période industrielle florissante, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas où la ville, effectivement, avait un nombre d'habitants assez conséquent. On est ce qu'on appelle en économie la shrinking city, c'est-à-dire qu'on est une ville qui a rétréci, qui a perdu des emplois, qui a perdu de la population et qui a perdu du pouvoir d'achat. Moi, je pense, très honnêtement, que Montluçon, c'est comme une éponge. Elle est rétrécie, elle est toute sèche aujourd'hui. Maintenant, il y a, puisque votre question était quand même l'emploi, et pour l'instant, on n'y répond pas. L'attractivité. Et l'attractivité d'une manière générale. Je pense qu'il y a aujourd'hui, au-delà des liaisons ferroviaires et du désenclavement, il y a aussi une volonté politique de vouloir aller plus loin, plus haut, plus fort pour Montluçon. Il va falloir qu'on apprenne à vendre notre territoire. Voilà, une politique. Alors, vendre. Comment on vend Montluçon ? Parce qu'on fait une politique de marketing territorial forte et qu'on a envie. C'est-à-dire qu'on va aller sur des salons, il faut qu'on participe, qu'on s'ouvre. On ne peut pas rester aujourd'hui sur notre ville, ce n'est plus possible. Il faut qu'on aille chercher ça ailleurs. Ça, c'est un nouveau rôle des élus. Donc, il faut qu'on aille dire... Venez chez nous, parce que chez nous, la promotion de Montluçon, mais bien sûr, en France, on a tous les atouts sur notre territoire pour faire venir des gens chez nous, de l'emploi qualifié derrière, c'est de l'emploi. C'est une vision marketing de l'attractivité, moi, qui me laisse quelque peu dubitatif, parce qu'avant de vendre notre territoire à l'extérieur, vous savez, ça fait 20 ans qu'on a développé un concept d'attractivité en essayant d'attirer des gens venant de l'extérieur. Et pendant ce temps-là, nous continuons encore à perdre un habitant par jour. Par jour. Donc il faut peut-être travailler à garder ceux qui sont encore là avant d'aller essayer d'en faire venir de l'extérieur. Tout le monde, parce que je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent. Monsieur Roudillon, lorsque j'ai lu vos interviews dans la presse, vous voulez capitaliser sur le fier passé de Montluçon, c'est ça ? Oui, je pense qu'un des éléments essentiels, effectivement, pour inverser cette baisse démographique qui est dramatique et qui s'est révélé ces dernières années par un élément nouveau, c'est-à-dire que nous n'avons plus de départ de la ville-centre vers la communauté d'agglomération, mais nous avons des départs du territoire. Nous perdons 450 habitants par an, 150 habitants dus au solde naturel, au solde migratoire, au solde naturel, et 300 habitants d'actifs qui quittent notre ville et le territoire. Ça, c'est nouveau par rapport aux 10 dernières années, dans la mesure où les départs de la ville-centre se faisaient au profit de l'agglomération qui augmentait. Renverse cette tendance, c'est ça. Alors, la pour question renverser cette tendance, je crois effectivement qu'il faut que les Montluçonnais et les Montluçonnaises retrouvent la fierté de leur ville et de leur passé. Montluçon souffre d'une mauvaise image, y compris malheureusement chez nos concitoyens. Montluçon peut être fier de son passé médiéval, Montluçon peut être fier de son passé industriel, qui en a fait pendant des années la ville de l'innovation. Comment on rend les habitants fiers de leur ville ? Parce que ce passé, il existe.
Ce passé, il existe. On rend les habitants fiers de leur ville, effectivement, en leur faisant découvrir à nouveau leur passé qui, notamment s'agissant du passé industriel, n'est peut-être pas suffisamment mis en valeur ou rappelé. Et surtout, il faut quand même dire, Montluçon reste une ville industrielle. Montluçon reste une belle ville industrielle. Nous avons encore de belles entreprises, Safran, Dunlop, qui fête son centenaire d'implantation à Montluçon, Amis, puis Grenier, le domaine de l'agroalimentaire. Donc il faut bien évidemment maintenir le contact étroit avec ces industriels. Et je crois qu'il faut également s'engager dans la professionnalisation des entreprises individuelles, de toutes les entreprises individuelles, de tous les gens qui peuvent travailler à distance, qui n'ont pas besoin effectivement de bénéficier d'une liaison rapide vers Paris parce qu'ils doivent se rendre rapidement dans la capitale. Donc de l'entrepreneuriat et éventuellement du télétravail, c'est ça? Du télétravail. Je vous donne un exemple. Et il va falloir que je donne la parole également à Monsieur Jarige qui n'a pas encore pu s'exprimer. Avec plaisir. Monsieur Jarige, vous, dans votre programme, ce qui m'a marqué, c'est cette idée d'innovation. Vous êtes aussi sur la promotion du territoire avec une agence Montluçon Promotion. C'est ça qui peut remettre Montluçon dans le chemin du développement démographique et économique? Alors c'est exact. En fait, tout notre programme à nous, la ligne directrice, c'est justement l'attractivité, redonner de l'attractivité à Montluçon et combler son déficit d'image. Oui, mais comment ? Et voilà comment. Et donc, en fait, on développe 4 thèmes. Vous en avez évoqué un sur la ville qui innove. Il y a aussi la ville qui protège la cohésion sociale et la ville qui se rénove. Et tout ça, ça forme un tout centré vers l'attractivité. Alors, vous avez parlé de Montluçon Promotion. Eh bien, en fait, on propose tout simplement de manière très concrète de faire une agence, comme ça existe dans beaucoup de villes, dans un cadre associatif, qui regroupe tous les acteurs, en fait, qui œuvrent pour Montluçon, et avec cette agence, en fait, de promouvoir le territoire de Montluçonnais. Quand il se passe un événement, on fait une sorte de publicité, on fait la publicité des forces vives territoriales, un peu comme le proposait Madame Sartirano. Un petit peu, mais vraiment axé sur des choses beaucoup plus concrètes. Vraiment ce qui existe pour valoriser les atouts que nous avons. Alors, ce que je vous propose... Je crois que vous voyez, on est assez complémentaires, finalement. Sur ce point-là, on trouve qu'il y a un manque d'attractivité et qu'il faut travailler sur l'image que l'on doit donner vers l'extérieur. De cette ville. Bien sûr. Ce que je vous propose, avant de continuer ce débat, je vais vous proposer d'écouter vos administrés. Montluçon n'est pas un produit. Montluçon n'est pas un produit à vendre, c'est un lieu à vivre. Je vous propose d'écouter vos administrés ou futurs administrés, peut-être. Une de nos équipes leur a demandé leur avis sur cette ville de Montluçon. Écoutez. C'est une ville dortoir, c'est une ville de vieux maintenant, hein. Comme moi. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas une maison à vendre. L'immobilier vaut rien, enfin bon. Maintenant que c'est tout centré de l'autre côté, là-bas, le centre-ville vit moins et du coup c'est dommage parce qu'on a une belle ville et un beau vieux Montluçon. C'est attirer un petit peu plus de jeunes parce que les entreprises qui veulent recruter ont du mal à attirer les jeunes, peut-être améliorer les axes de communication. Voilà. Sinon, Montluçon est une belle ville, mince. Aider les entreprises à pouvoir embaucher et tout, arrêter autant de charges. Il y a des charges, ça tue les patrons. Il y a beaucoup trop de charges. Il faut qu'on revienne à ces circuits courts. Et ça redynamisera la ville par elle-même. On est dans une campagne à Montluçon. Il y a plein d'agriculteurs autour et qui demandent qu'à travailler normalement et en circuit court. Et de plus en plus, ça vient. Beaucoup de choses dans ces témoignages et également beaucoup de propositions. Monsieur Cotte, vous disiez le marketing, ça ne suffira pas? Non, mais Montluçon n'est pas un produit. Nous voulons que les Montluçonnais qui restent aient envie d'y rester et que ceux qui ont vécu, qui ont dû partir à un moment donné de leur parcours professionnel aient envie d'y revenir le plus rapidement possible. Donc cette approche marketing ne correspond pas du tout à ma vision de l'attractivité montluçonnaise. L'attractivité, c'est que l'on puisse vivre dans de bonnes conditions, avec suffisamment de pouvoir d'achat, pouvoir se soigner, pouvoir se déplacer. Et on
pourra parler des transports en commun, je l'espère. On en à un moment parlera donné. probablement, ce sera un peu plus tard. Voilà, pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Il faut savoir que notre office public de l'habitat, vous avez parlé de taux de vacances. Oui, d'environ 19%. Oui, qui est explosé par rapport à la moyenne nationale, se vide progressivement, ce qui concourt à la perte de substance de la ville d'une part, et qui contribue également à un certain nombre de ruptures de tranquillité dans les quartiers, parce que ceux qui quittent notre office public de l'habitat vont dormir chez des marchands de sommeil et créent parfois un certain nombre de déséquilibres de tranquillité, voire d'incivilité. Et c'est de Donc cela dont le on va parler, marketing me semble Monsieur Cotte, complètement décalé par rapport à cette Je vous propose réalité. de lancer ce thème, justement, les incivilités, la sécurité. La sécurité, c'est un thème qui est présent dans presque tous vos programmes, la tranquillité publique, avec des différences sur les moyens à employer. Madame Sartirano, je commence par vous. Assurer la tranquillité publique via des agents de prévention de la délinquance, ce n'est pas le travail de la police, par exemple ? Alors, on est bien d'accord que la tranquillité publique, la prévention de la délinquance, c'est un domaine régalien. Sauf qu'on doit faire face à des effectifs de police nationale qui sont pour le moins assez réduits. Et en tout cas, et je pense que c'est le cas dans de nombreuses villes où les effectifs sont à la marge et que les policiers nationaux sont en difficulté pour exercer leur mission au quotidien, sachant qu'il y a une judiciarisation de la société et qu'ils sont moins sur le terrain et plus occupés à prendre des plaintes ou des mains courantes. Donc, est-ce qu'il faut une police municipale ou est-ce qu'il faut ces agents que vous proposez ? Alors, ça, c'est un choix personnel qui a été fait. Il ne me semble pas que la police municipale soit le débat. C'est un moyen comme un autre que d'assurer la tranquillité et la prévention de la délinquance sur la ville. Ce n'est pas le choix que j'ai fait et que l'on a fait. Moi, je préfère avoir des agents de prévention parce que ce sont des gens qui retissent le lien humain sur le terrain. Ce sont des gens qui sont au contact direct de la population et qui sont là dans des missions d'apaisement. Ce sont des vrais métiers. Hein. C'est une qualification particulière et ça permet de remettre sur des zones cibles. On n'est pas dans une ville. Moi, j'ai pris conscience qu'il y a ces problèmes d'incivilité, qu'il faut vraiment aller les régler. C'est une demande récurrente de la population et il faut les traiter. Donc, c'est des gens qui sont au contact de la population, qui peuvent mettre en place des actions pour permettre un apaisement. On va demander son avis à votre voisin, M. Roudillon, puisque lui propose une police municipale à cheval, si j'ai bien lu, c'est ça ? Oui, enfin, ça c'est le côté anecdotique. En tout cas, une police municipale. Voilà, pourquoi vous êtes favorable à la création d'une police municipale ? Alors, je suis favorable effectivement à la création d'une police municipale, car lorsque l'on discute avec nos concitoyens, c'est une vraie demande de nos concitoyens qui vivent, alors réel ou ressenti, un problème d'insécurité dans notre ville. Et forcé de constater, et je partage l'avis et la position de l'ancien maire, M. Dugléry, sur le fait que la sécurité, normalement, c'est un domaine régalien, comme vient de le dire Mme Sartirano. Mais lorsque l'État se montre sur ce point défaillant, je crois qu'il est du premier devoir de la collectivité et de la mairie en particulier, de pallier cette défaillance en créant effectivement cette police municipale. J'ajoute néanmoins quand même que la sécurité, c'est très important pour moi, c'est nécessairement le triptyque prévention, répression et réinsertion. Monsieur Laporte, dans votre programme, il n'y a pas de décision, disons, nette sur cette police municipale, puisque vous proposez d'ouvrir une consultation pour décider si vous créez ou pas une police municipale. Qui va décider ? Le citoyen ? Oui, je pense que c'est aux citoyens. Je pense que... Par référendum ? Par référendum, tout à fait, pourquoi pas. J'ai déjà lancé il y a 1 an et demi une consultation auprès de Montluçonnet, 2500 réponses. Moi, je crois qu'il y a eu un mouvement national où beaucoup de gens demandaient des référendums directs pour s'exprimer. Bon, vous pourriez en faire, par exemple. J'ai écouté ce type de message. Et puis, comme je vais dans tous les quartiers, et j'ai essayé de rencontrer... Et j'ai rencontré énormément de monde depuis un peu plus de 2 ans. Selon le quartier, il y a des demandes de police municipale et dans d'autres, c'est absolument pas évoqué. Donc il y a effectivement sûrement des avis assez contraires. Et puis après, quand il y a une police municipale, il faut savoir si on en veut 10, 20 ou 30. C'est pas les mêmes
les mêmes niveaux de dépenses, d'implication. Donc c'est tout un ensemble de choses que les habitants de notre ville doivent décider en âme et conscience, et surtout en connaissance de cause. Mais je crois que ça a très bien été dit, c'est malgré tout un domaine régalien. Et puis il faudra malgré tout que la police nationale continue à être présente, parce que les trafics et la délinquance sera toujours traitée par la police nationale, ça ne peut pas être traité par la police municipale. Et puis il faut qu'on ait un tribunal de plein exercice dans toutes ses compétences. Donc il faut que l'État soit encore extrêmement présent sur notre territoire. Et peut-être que les Montluçonnais décideront qu'ils souhaitent une police municipale, et nous la ferons, parce que le maire, il est là pour faire la politique que souhaite la population, et non pas la politique que lui souhaite. Voilà. Et Madame puis, Sartirano, vous avez Oui, juste une petite question quand même, parce que faire un référendum, on le fait sur la base de quoi ? Vous l'envisagez comment, ce référendum ? Parce qu'on ne peut pas poser de facto la question, voilà, êtes-vous pour ou contre ? Enfin, je trouverais ça... est-ce que vous avez imaginé, ou est-ce que vous savez, sur la base de quoi vous allez faire ce référendum ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas poser la question êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Déjà, puisque c'est globalement le type de questions qu'on a au quotidien quand on rencontre notre population. Puis après, je pense que ça sera au futur conseil municipal d'établir et de créer un questionnaire avec toutes les composantes politiques qu'il y aura au conseil, d'établir un questionnaire qui sera suffisamment large et simple pour que les gens puissent comprendre. Je pense que c'est un changement d'orientation profond dans notre ville, et c'est pas un homme ou une femme, excusez-moi, qui peut décider seul dans son coin, oui ou non. Oui, voilà. mais... Monsieur Jarige, je n'ai pas forcément vu de proposition sur la police municipale, mais vous avez dans votre programme cette proposition de renforcer la vidéosurveillance. Est-ce que pour vous, c'est une meilleure solution ? Dans le programme que nous défendons, alors nous parlons de la vidéosurveillance active, c'est vrai, avec donc quelqu'un qui surveille en temps réel, mais nous parlons aussi d'une brigade municipale anti-incivilité et propreté. Qui n'est pas une police municipale ? Qui n'est pas à proprement parler une police municipale. En fait, ce serait un mix entre... Il faudrait recruter quelques policiers municipaux, 5 dans l'idéal. Mais qui ne feraient pas de la police municipale ? Qui feraient de la police municipale, qui auraient ces missions-là, qui travailleraient avec aussi des ASVP et des médiateurs. Et l'idée, en fait, c'est de retisser un lien humain, d'assurer une présence sur des points importants, comme les sorties d'école. Voilà, et de travailler sur l'humain et sur la relation avec la population. Parce que ce qui est important dans ces questions-là, c'est de recréer un lien social. Et une des missions de cette brigade serait également de lutter contre toutes les incivilités, mais plus spécialement contre les incivilités visibles, comme les dépôts sauvages d'ordures, des choses comme ça, qui donnent de toute façon une mauvaise image de la ville, une mauvaise qualité de vie, et donc qui ne sont pas bonnes pour l'attractivité de Montluçon. Monsieur Cotte, dans votre programme, vous parlez également d'une présence humaine renforcée. Alors qui être cette présence humaine renforcée ? Oui, en ce qui concerne la vidéoprotection ou la vidéosurveillance, elle a montré plus que ses limites, voire parfois un échec. Hélas, l'été dernier, nous avons vécu un crime terrible qui a endeuillé toute la commune, avec un assassinat sous les yeux des caméras de vidéoprotection. Et ça montre que l'effet préventif est inexistant. Ça permet après à la chaîne judiciaire de mener l'enquête et d'intercepter les fautifs, mais en termes de prévention, ça n'apporte rien. En ce qui concerne la police municipale, je considère que c'est une... Et moi, je ne vote pas en touche, je prends mes responsabilités, que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. La police municipale n'est pas en capacité de mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles ou les auteurs de délits. C'est la mission de la police nationale. Donc pour nous, ça restera toujours une mission régalienne de l'État et il faudra se battre au quotidien, bien entendu, pour obtenir davantage de policiers nationaux, puisque notre commissariat se désertifie progressivement. Donc nous, on veut agir différemment, donc comme vous le disiez, avec une présence humaine renforcée, à la fois d'agents municipaux, quels qu'ils soient, pour l'entretien de la ville, d'agents de Montluçon Habitat, de l'office HLM, pour être présents dans les cités, qui ne soient pas forcément investis de missions de sécurité, mais dont la présence permettrait de faire reculer les incivilités, qui soient sur le
terrain au service de la population. Mais il faut également mieux entretenir la ville. Il faut redensifier un certain nombre d'îlots urbains qui sont complètement en voie de désertification. La personne dans le micro-trottoir en parlait très bien, en procédant à une redensification urbaine, en utilisant l'outil de Montluçon Habitat pour reconstruire des logements, les Montluçonnais le demandent, et ça permettrait de reconquérir des zones qui se désertifient et qui sont la proie d'incivilité. Et je vais plus loin. Je vais vous arrêter parce qu'on doit passer au thème suivant. On aura bien compris, donc c'est plus d'agents du service public sur le terrain, c'est bien ça. Politique proactive. Il faut déjà qu'on passe à la suite, c'est un thème qui intéresse aussi vos électeurs, il s'agit de la santé. C'est un des thèmes majeurs dans cette élection, et pas seulement à Montluçon, la santé. À Montluçon, ce qu'on retient, c'est un chiffre que je tiens d'une de vos interviews, Monsieur Roudillon. Montluçon compte un médecin pour 1188 habitants, c'est trop peu. C'est 2 fois moins que la moyenne nationale. C'est 655 en France. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme projet pour pouvoir faire revenir des médecins, ou venir même des médecins à Montluçon? Alors, il y a déjà de toute façon donc, une situation d'urgence à régler qui va imposer à la nouvelle équipe, à la nouvelle municipalité, effectivement de réagir très rapidement, car la santé, nous le savons tous, c'est quand même le besoin numéro 1 de nos concitoyens, particulièrement avec la population âgée qui a été évoquée tout à l'heure. Et nous proposons effectivement très rapidement et immédiatement 2 centres de santé, l'un à Biennassis, l'autre à proximité de l'hôpital, pour soulager les urgences. Ces centres de santé, ce seraient des médecins libéraux que vous faites venir, des salariés de la Alors, les centres de santé se définissent effectivement par le fait qu'il s'agit de médecins salariés, car nous avons été voir dans d'autres villes de France, à Bergerac notamment, en Saône-et-Loire également, et nous apercevons que nous avons beaucoup de difficultés à faire venir des médecins libéraux qui ne veulent pas venir dans nos territoires. En revanche, des médecins salariés, et notamment des médecins d'origine étrangère, sont prêts à venir. En revanche, pour que ce soit efficace, il faut effectivement que soit mis en place un système de tutorat avec d'anciens médecins, jeunes retraités, qui sont prêts, nous l'avons constaté dans notre ville, à faire un certain nombre d'heures, à continuer à faire un certain nombre d'heures et d'accompagner ainsi leurs homologues étrangers. Jean-François Jarige, pour vous, si j'ai bien compris, l'offre de santé est également à améliorer, mais c'est quelque chose que vous voulez faire à une plus grande échelle, c'est ça? À l'échelle du Grand Montluçon, si je lis votre programme. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que si vous êtes souffrant, que vous soyez soigné à Domérat ou à Montluçon, ça a peu d'importance. Donc il faut vraiment s'emparer de cette question plutôt sur un projet de territoire. Et vraiment avoir une coopération avec l'ensemble des communes qui constituent l'agglomération montluçonnaise. Alors après, nous, on n'a pas vraiment de dogmatisme à la liste que je représente. Quand nous avons travaillé sur ce sujet, que ce soit des centres de santé ou des maisons de santé, donc avec des médecins libéraux, nous considérons que l'important, c'est d'être soigné. Et donc, nous sommes prêts à soutenir l'ensemble des projets, que ce soit des centres de santé, des maisons de santé. Il faut aussi soutenir l'hôpital public pour que les médecins puissent se sentir sécurisés par un hôpital fort. Et on en revient toujours au problème d'attractivité, en fait, du territoire, puisque beaucoup de médecins, en fait, préfèrent parfois s'installer ailleurs. Et donc, il va falloir se réorganiser et travailler avec les professionnels de santé dans leur ensemble, parce qu'il n'y a pas que des médecins, pour justement offrir des solutions et permettre d'avoir un côté attractif en ce qui concerne la santé sur notre territoire. Et comme je le répète... Des médecins éventuellement étrangers que vous pourriez faire venir, c'est pas un souci? C'est pas un souci. Voilà, ce qui est un souci, c'est de vraiment travailler sur l'ensemble du territoire et pas seulement sur Montluçon. Parce que je le répète, la santé, en ce moment, j'ai cru comprendre qu'il y avait une épidémie, donc j'espère que M. le maire qui toussait n'est pas contaminé. Ça n'a pas de frontières. Ça ne s'arrête pas aux frontières communales. Je vais vous faire réagir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais d'abord, je vous propose d'écouter des paroles de Montluçonnais à propos justement de leur système de santé local. Au niveau de la santé, c'est vrai que lorsqu'on prend un rendez-vous, il faut limite 6 mois, 1 an avant d'avoir un rendez-vous urgent. Par exemple, moi, je voulais prendre de rendez-vous chez l'ophtalmo. J'ai dû attendre 8 mois, alors que c'est plutôt assez urgent. J'ai dû appeler 5 médecins pour avoir un rendez-vous. Enfin bon, c'est un peu l'enfer. À Montluçon, souvent, on rapatrie les gens à Clermont-Ferrand quand c'est trop malade, on les laisse pas à Montluçon.
Souvent, il y a des complications ou quoi, et du coup, on les envoie ailleurs. Il faudrait peut-être essayer de trouver une dynamisme qui pourrait inciter les médecins à revenir, parce que quand même, Montluçon, on est quand même entre 30 et 35 000 personnes, quand même, donc c'est quand même beaucoup. Et sans médecin, après, pour les Montluçonnais, ça peut être compliqué, quoi. Donc au moins redynamiser, demander aux maires d'essayer de recruter intelligemment ou bien les médecins, quoi. Il faudrait améliorer les services publics, hein, ça c'est sûr. Hein. Quand on voit déjà même qu'ils veulent supprimer des trésors publics dans l'Allier, il faudrait plus de proximité. Frédéric Cotte, dans votre programme, vous dites, je cite, « Face à la situation de crise sanitaire que connaît Montluçon, il nous faut créer 3 centres de santé, une mutuelle municipale. » On est dans la crise sanitaire à Montluçon. Oui, je vous l'affirme. Je suis médecin généraliste. Chaque jour, j'ai entre 5, 8, 10 personnes qui me sollicitent pour être leur médecin traitant. Et comme l'ensemble de mes collègues restants, eh bien, nous ne sommes pas en capacité de répondre favorablement. Nous sommes dans le dur maintenant. Il y a plus de 6 000 Montluçonnais qui n'ont pas de médecin traitant. Et nous avons franchi un cap au 1er janvier, puisqu'un certain nombre de mes confrères ont pris leur retraite. Il va y avoir une seconde étape avec 6 à 8 départs en retraite au 30 juin. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse, dont le centre hospitalier est une des victimes d'ailleurs, puisque les gens se précipitent aux urgences et avec la carence de soutien aux services publics que l'on connaît actuellement, c'est extrêmement difficile, et pour les patients et pour les professionnels de santé. Nous préconisons l'ouverture de 3 centres de santé avec des praticiens salariés. Je dis praticiens parce que je dis médecins généralistes, dentistes et kinésithérapeutes, parce que ces deux professions sont également en carence sur notre territoire. Dans l'idéal, il manque combien de médecins sur Montluçon et l'agglomération ? Il en manque au moins une dizaine, mais à court terme, il en manquera largement davantage, parce qu'avec les départs qui sont programmés, et puis nous sommes dans une spirale infernale, puisque un certain nombre de praticiens installés, on en a 2 là qui sont sur le départ, parce que le fait qu'il y ait moins de médecins, ils ont moins envie de rester. Donc c'est une crise sanitaire, je l'affirme. Et si on vit une épidémie, eh bien, ce sera extrêmement périlleux. Et on parlait d'attractivité. L'attractivité sans médecin est également vouée à l'échec. C'est une priorité si on veut dynamiser notre territoire. L'attractivité est liée de toute manière. Il faut une attractivité économique, culturelle et médicale. Tout est lié. Frédéric Laporte, on a beaucoup parlé là de la médecine de ville, des spécialistes. C'est le même problème à l'hôpital qui a connu des difficultés. Non, mais moi je vais d'abord parler de la médecine de ville, si vous m'autorisez, parce qu'il manque 10 médecins, ça tombe bien finalement, puisque pour les vœux, j'ai présenté quelques médecins roumains qui vont s'installer dans une maison médicale pluridisciplinaire, dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc on en revient à cette idée des médecins venus de l'étranger. Oui, quelquefois, puisque le numerus clausus aidant, il y a très peu de professionnels français ou diplômés en France qui sont disponibles et prêts à venir sur notre territoire. C'est un fait, ça, et c'est national, mais c'est peut-être un peu exacerbé à Montluçon, mais en tout cas, c'est lié à une politique nationale. Il y a un centre de santé, une association qui s'est créée et qui a 4 médecins qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc ça en fait 4 de plus. Et puis on va ouvrir une maison de soins non programmés à l'hôpital. Donc là, c'est 4 médecins qui arrivent et qui prennent les patients sans rendez-vous, à flux tendu, en fonction des besoins. Et ça, ils seront situés à proximité des urgences. Et l'idée qu'on avait et que nous avons, c'est évidemment de désengorger les urgences. Donc si on parle de 10 médecins qui manquent à Montluçon, ils vont arriver. Mais je pense que malgré tout, ce n'est pas suffisant. Et je rejoins ce qui a pu être dit. D'abord, moi, je n'ai pas de dogme. Salariés ou libéraux, peu importe, pourvu qu'ils soient là pour soigner les habitants. La différence, c'est qu'il faut un budget dans un des 2 cas de la part de la municipalité. Pas du tout, pas du tout. Le centre de santé, c'est une association qui est autonome. Voilà, ils ne sont pas obligés d'être salariés de la collectivité. Pour ma part, je suis contre le salariat par la collectivité, mais favorable, effectivement, à ce qu'il y ait des centres de santé avec des associations autonomes qui fonctionnent. Donc la ville fournit les locaux. Voilà, la ville fournit les locaux. C'est exactement ce qui se passe dans ce cas particulier. Donc l'idée, c'est effectivement d'en développer peut-être dans plusieurs endroits. Et puis, de toute manière, les frontières, elles n'existent pas en matière médicale comme dans d'autres domaines du reste. Voilà. L'hôpital, pour en revenir, France 3 d'avoir organisé ce débat, puisque ça a permis,
à moins que ce soit une coïncidence, à la convention qui traînait depuis des mois et des mois d'être signée hier avec l'association qui va salarier des médecins. Donc merci France 3, parce que depuis 2 ans et demi, cette association, et je rends hommage aux dirigeants de cette APARM, depuis 2 ans et demi, cette association porte ce projet de centre de santé avec des médecins salariés. Il y en a un certain nombre devant la lenteur, voire les obstacles qui leur ont été opposés par la municipalité, qui sont partis. Un certain nombre sont en Saône-et-Loire, auraient pu être opérationnels déjà il y a 2 ans. Là, on vient de perdre encore 6 mois supplémentaires, donc nous aurons ce centre de santé au mois de mai ou au mois de juin. Ça coïncidera avec la 2e vague de départ en retraite. Oui, on a perdu 2 ans et demi dans le pire des cas, encore 6 mois dans le meilleur des cas. Il faut que Madame Sartirano s'exprime, parce que pour l'instant, elle est très en retard. Madame Sartirano, vous, sur ce domaine de la santé, quel est votre projet ? Alors, notre projet et notre position là-dessus, on va revenir, et je pense que là, pour une fois, il y aura une unité de pensée des élus, c'est qu'on est en manque de médecins, et quelle que soit la manière dont ils viennent, salariés ou libéraux, ils seront les bienvenus. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier de dire que beaucoup d'initiatives, ce sont le PETR, que ce n'est pas... Alors le PETR, est-ce que vous pouvez développer pour nos téléspectateurs qui ne sont pas dans les l'équilibre territorial et rural, en fait, ça concerne le pays, 95 communes, et c'est eux aussi qui sont allés chercher des médecins qui arrivent aujourd'hui. Je pense que même si Monsieur le maire nous dit que ça... Pour l'instant, ils n'arrivent qui sont, pas qui sont annoncés, mais en tout cas, le professionnel de terrain que je suis dit qu'il faut être prudent. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il faudra, si on est élu, celui d'entre nous qui sera élu, il faudra qu'il continue de travailler avec le pays, voilà, pour aller chercher ces médecins-là. Je crois qu'il faut arrêter de dire moi je fais ma maison de santé et puis on fait quoi ? On met qui dedans ? On a l'impression qu'on met chacun sa salle des fêtes. Enfin, il faut un programme territorial où effectivement quand on construit des maisons de santé on puisse mettre des gens dedans. C'est de ça dont ont besoin les Montluçonnais et les gens du bassin. Après, moi, j'aurais une question à poser à Monsieur Cotte, mais qui n'est absolument pas une vindicte ou quoi que ce soit, mais dans la mesure où on parle de ce problème depuis plusieurs années maintenant, sur ce manque de médecins à venir, comment se fait-il que les médecins de Montluçon ou du bassin ne soient pas des maîtres de stage et puissent commencer d'attirer les jeunes médecins sur notre collectivité. Discours, oui. C'est une question. D'habitude, c'est Monsieur Laporte qui une réponse rapide, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est intéressant. Mais non, mais c'est une. Oui, c'est pas un rapprochement. Je pense pas. Ce serait faire croire que le manque de médecins sur le territoire serait de la faute des médecins actuels. Mais pas du tout. Donc, un certain nombre de mes confrères, j'y ai contribué aussi avec mon associé, a accueilli des internes. On peut considérer que notre forme d'exercice ne leur a pas convenu, qu'ils n'ont pas souhaité. C'est pour ça que je suis. C'était pas ma position du début. Moi, je suis médecin libéral. Donc, au début, c'est un modèle que je défendais. Et il faut être pragmatique. Les jeunes médecins veulent être salariés. Et le fait d'avoir reçu des internes en formation dans son cabinet n'est pas une solution, même s'il faut continuer à le faire, parce qu'ils veulent être salariés. Pacifier le débat et pas tomber, effectivement, dans les attaques personnelles qui sont toujours désagréables. Je pense que nous sommes tous d'accord pour considérer que le problème de la santé doit être effectivement appréhendé à l'échelle du PETR, du pays. Et par ailleurs, pour répondre à Monsieur Laporte, je n'ai pas de dogme, moi non plus, surtout pas du dogme, du pragmatisme. Mais la réalité qu'on a constatée dans les autres territoires confrontés au même problème, c'est qu'on ne peut avoir que des médecins salariés. Bien sûr que si des médecins libéraux veulent s'installer, ils sont bien évidemment les bienvenus. Alors on va passer... Monsieur Jarry, si vous pouvez faire très court, Monsieur Laporte ensuite très court. C'est que sur une question aussi fondamentale, j'espère que dans l'avenir, majorité et opposition arriveront à s'entendre, à trouver des consensus. Sur ce point comme ailleurs. Sur ce point. Et Monsieur Laporte, très rapidement. L'association existe depuis novembre 2018, donc pas 2 ans et demi. Les travaux viennent de finir, donc on ne pouvait pas ouvrir avec des cabinets médicaux en plein milieu de chantier. Et puis, la maison de soins non programmés, c'est 4 médecins qui viennent en libéraux, parce qu'ils veulent être libéraux, et ils viennent de Châteauroux. Ils ne viennent pas de l'étranger. Et nous sommes allés les chercher, nous, les élus. Ce n'est pas le PETR, mais le PETR est un acteur essentiel de notre système. Et on va passer à notre thème suivant, l'environnement et le cadre de vie.
l'environnement, le cadre de vie, ce sont aussi les mobilités. Il y a un sujet qui vous divise dans vos programmes, c'est la tarification des transports en commun. Monsieur Cotte, vous les voulez gratuits, Monsieur Jarige, gratuit un jour par semaine. Madame Sartirano, par exemple, j'ai compris, a priori, payant. Payant, tout à fait. Alors Sylvie Sartirano, pourquoi la gratuité, ce n'est pas une bonne idée ? C'est pas que c'est pas une bonne idée, c'est pas l'option qu'on a prise puisque, à mon avis, avant, il y a un travail important à faire sur à remettre en place un nouveau schéma de mobilité en fait. Il faut, il y a pas que le transport en commun, il faut penser à apaiser le centre-ville pour peut-être favoriser un petit peu le commerce. Donc c'est repenser la voiture dans la ville, c'est repenser le déplacement vélo. Repenser la voiture ou l'absence de voiture? Non, pas l'absence. On n'est pas sur un territoire où on peut se priver totalement en centre-ville. En centre-ville. Hein. Voilà, de véhicules. En revanche, je pense qu'il faut penser à un apaisement de la circulation. Ça semble être possible, ça va être un gros chantier quand même. Donc voilà, les vélos avec des pistes cyclables, on ne peut pas dire qu'on soit très garni à ce sujet-là. Et puis aussi du chemin piétonnier. Vient s'ajouter à cela le transport en commun, effectivement, où à Montluçon, plus personne prend le bus. Il y a 2,8% des actifs qui se rendent sur leur lieu de travail avec le bus. Donc on a de toute façon une marge de manœuvre importante. Il ne me semble pas que la gratuité soit dans un premier temps le vecteur principal. Ça sera la fréquence des passages de bus et la pertinence des trajets. Mais effectivement, il nous manque principalement une fréquence régulière. Peut-être qu'à terme, il pourrait y avoir de la gratuité. Néanmoins, elle a un coût. Donc après, ce sont des choix politiques et c'est pas le choix que nous faisons, en tout cas, puisque nous estimons que ce coût-là, qui est important, puisque si on améliore le réseau, c'est plus de bus, c'est plus d'employés. Donc effectivement, le coût va être assez important. Voilà. Monsieur Cotte, le gratuit pour vous, c'est une bonne idée. Pourquoi ? Oui, nous n'inventons rien. Je crois qu'il y a un certain nombre de collectivités sur tout le territoire qui ont développé cette option avec succès et avec grand succès, avec certains endroits, 80% d'augmentation de la fréquentation. Bon, il faut savoir, comme le disait Madame Sartirano, que dans la dernière période, notre réseau de transport en commun a été complètement déstructuré, avec des suppressions de lignes, 50% de trajets en plus avec changement et 50% en moyenne de durée de trajet en plus. Donc ça n'est absolument pas attractif. Et nous étions très seuls, les membres de mon groupe et peu d'autres élus pour hausser le ton et nous bagarrer, comme nous étions dans l'opposition sans succès, contre ces restructurations qui datent d'il y a environ 2 ans. Enfin, de restructuration, déstructuration plutôt. Donc nous prenons une redensification du réseau et une gratuité. Donc, la gratuité. Monsieur Laporte, ce réseau de transport en commun, il est si moribond qu'on nous le décrit ? Alors effectivement, il y a eu une réorganisation il y a 2 ans liée à une augmentation du périmètre de Montluçon Communauté. C'est ce qui a généré cette réorganisation. Et visiblement, il ne correspond pas complètement à la demande de la population. Donc c'est en cours de renégociation, puisque c'est une DSP qui gère... Délégation de service public. Oui. C'est une entreprise qui... C'est une entreprise qui a été déléguée ce service public. Donc on est en train de rediscuter cette délégation pour une réorganisation de ce réseau. Nous, on est contre la gratuité. Je n'ai pas changé d'avis depuis 2014, contrairement à M. Cotte. À mon avis, ce n'est pas adapté à notre situation, tout simplement. Et je dois dire qu'il faut appliquer un tarif différencié selon les situations des individus. Et c'est ce qui est pratiqué. Et je pense qu'il faut aller vers ce type de service public. Sachant que, ça a été expliqué, il faut penser le transport d'une manière beaucoup plus globale, c'est une évidence. Et la gare qui va pouvoir renaître avec la requalification en TET, train d'équilibre du territoire. Train d'équilibre du territoire, exactement, va pouvoir, parce qu'avant, à quoi ça servait d'envoyer des bus à la gare alors qu'il y avait peu de trains. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on peut revoir les choses d'une manière véritablement différente. Et puis le vélo, il faut... c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, c'est qu'elles sont très très mal identifiées. Donc il faut un visuel beaucoup plus marqué pour que les gens puissent identifier
les voies de vélo et puis les sécuriser aussi. Enfin, effectivement, il y a un travail de fond à mener de ce point de vue-là. Monsieur Jarry, ça figure dans votre programme, ce développement des pistes cyclables, Ça figure entre autres. C'est-à-dire que sur les transports, vous avez parlé de la gratuité un jour par semaine, on a une réflexion beaucoup plus large qui englobe tout le système de transport. Alors, effectivement, il y a les transports en commun, je vais y revenir, il y a l'automobile, il y a le vélo. Déjà, revoir le plan de circulation, sécuriser les pistes cyclables pour permettre les gens qui veulent utiliser le vélo de l'utiliser, puisque l'idée, dans la stratégie qui est la nôtre, c'est d'offrir une alternative crédible en fait au transport individuel. Alors on n'est pas contre le transport individuel, on est en province, on sait qu'on en a besoin, d'ailleurs on l'utilise tous, je pense, donc ça pose pas de problème, mais on a quelques leviers. Et ces leviers, c'est la réorganisation notamment du réseau de transport urbain, du réseau de bus, autour de lignes fortes, et pour essayer de rendre ce réseau attractif, commencer petit à petit pour faire quelque chose de réaliste, une journée gratuite dans la semaine où on pourrait utiliser ce bus. Alors en fait, il y a deux options. C'est où on prend un jour de la semaine et ce serait plutôt orienté vers les gens pour se rendre à leur travail, que Madame sortira nous en parler, ou alors le samedi pour que les gens se rendent plutôt pour faire leurs courses en centre-ville. C'est pas tranché. C'est pas tranché. Monsieur Rodillon, comment vous voyez les transports de Montluçon si vous étiez élu ? Alors les transports de Montluçon, effectivement, doivent être appréhendés dans une globalité. Comme cela vient d'être dit, il faut envisager non seulement les transports en commun, et je partage l'avis selon lequel le réseau est aujourd'hui complètement illogique et très inadapté également, puisque vous avez des grands bus qui circulent quasiment complètement vides. Mais ça doit être intégré effectivement par rapport aux nouvelles mobilités qui viennent d'être évoquées et avec un schéma de cohérence. Et je pense qu'entre le tout gratuit et le tout payant, nous nous proposons de façon plus pragmatique, je crois, et plus réaliste, eh bien, 2 lignes pendulaires donc gratuites entre l'hôtel de ville, les Marais et la zone donc de Châteauguay, et une autre ligne donc entre le faubourg Saint-Pierre et effectivement le centre Saint-Jacques pour permettre notamment le développement du commerce. Alors, on l'a dit, notre sujet, c'est l'environnement et le cadre de vie. Donc, ça n'est pas seulement le transport et la mobilité. Monsieur Laporte, il y a une mesure dans votre programme qui m'a interpellé. Déconstruction de 2 tours à la Verrerie, de 3 immeubles à Pierre-le-Roux, des tours à Bienassis. Est-ce que l'amélioration du cadre de vie à Montluçon, ça passe par ces déconstructions ? Mais tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, il y a 19% de vacances. Parce donc, on les détruit ? La ville a, à un moment donné, accueilli beaucoup plus d'habitants. Et Montluçon Habitat, l'organisme de l'habitat public, a aujourd'hui beaucoup de logements vacants et il faut absolument les déconstruire parce que si elle ne les déconstruit pas, ça pèse sur les comptes. Donc elle a du mal à investir par ailleurs et à entretenir ce qui est existant et ce qui est habité. Donc effectivement, on a conventionné dans le nouveau plan de rénovation urbaine, le NPRNRU, obtenu des fonds importants pour pouvoir totalement déconstruire et réaménager un cadre de vie, c'est-à-dire des jardins partagés, des lieux de vie où les gens pourront se retrouver et vivre agréablement. C'est ce qu'il faut faire, Monsieur Cotte ? On déconstruit des logements qui ne correspondent plus aux attentes de la population, donc c'est extrêmement logique. Donc on est d'accord sur ce point. Montluçon, la transformation de Montluçon vers une ville plus agréable, ça doit passer par quoi, Monsieur Rodillon ? Ça doit passer par beaucoup d'éléments. Ça doit passer déjà par un vrai schéma et un vrai projet d'urbanisme qui soit cohérent, qui soit beaucoup plus intégrateur que celui qui est lancé actuellement, c'est Montluçon, que vous n'avez pas évoqué, mais que M. Laporte évoquera peut-être sans doute. Sauf que notre débat n'est pas très loin de se terminer. Ce que je vais vous proposer, c'est de dire peut-être un mot de la fin. Nous avons environ 3 minutes pour cela. Nous sommes 5. Ça fait environ 40 secondes chacun si les mathématiques ne me trahissent pas. Monsieur Laporte, je commence par vous. Mais écoutez, d'abord, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. On a pu exposer un certain nombre de points de notre programme, d'un certain nombre de choses intéressantes dans tous les programmes. Moi, je voudrais m'adresser à mes colistiers parce que j'ai choisi de travailler avec eux, parce que je pense que nous allons former une équipe qui va travailler dans l'intérêt général pour l'ensemble des Montluçonnais. Je suis heureux de pouvoir présenter cette équipe au suffrage de nos concitoyens. Et on a la chance à Montluçon d'avoir une ville qui a des équipements d'une grande ville et à garder la qualité d'une ville moyenne. Et je suis absolument persuadé que nous travaillerons dans l'intérêt général. Monsieur Cotte, très court. Oui, pour remercier les Montluçonnais pour l'accueil qu'ils nous réservent depuis le début de cette campagne et
tous les éléments d'optimisme dont ils nous font part pour l'avenir de notre ville, à condition de respecter, de rétablir un certain nombre de fondamentaux du bien vivre ensemble. Monsieur Jarige ? Eh bien, moi aussi, je veux remercier les Montluçonnais que nous rencontrons et pour justement leur bon accueil. Et nous espérons bien sûr qu'ils nous feront confiance pour renouveler cette vie politique, puisque je le répète, nous travaillons vraiment tous ensemble, l'équipe que je représente, pour l'attractivité de Montluçon. Et nous avons vraiment la volonté de cliver maintenant sur des projets et plus sur des querelles de personnes. Monsieur Roudillon ? Moi, je voudrais dire aux Montluçonnais, je voudrais m'adresser aux Montluçonnais pour leur dire que quel que soit le résultat de ces élections, eh bien, nous sachons tous nous retrouver, majorité, opposition, pour travailler ensemble devant l'importance du défi qui nous est lancé et que nous retrouvions les valeurs qui font notre caractère, la solidarité, le courage, la bienveillance et l'engagement. Et Madame Sartirano ? Eh bien, je vais faire court également. Un grand merci à votre rédaction de nous avoir invités ce soir et d'avoir permis à l'ensemble des Montluçonnais de pouvoir enfin, dans cette campagne, nous écouter tous les 5, avec le regret que les 3 autres ne soient pas là. Et juste pour terminer, je voudrais avoir un petit mot pour les femmes, quand même. Voilà. Et vous étiez la seule dans ce débat. Vous n'êtes pas la seule à vous présenter. On doit terminer maintenant ce débat. On n'a pas pu aborder tous les sujets, mais le temps nous était compté. Sachez que si vous votez à Montluçon, en plus des 5 candidats qui se trouvent sur ce plateau, 3 autres listes ont pour l'instant été déposées. Celle de Stéphanie Charret, en 2020, Tournons la page. Celle de Mathieu Beaugros, Réinventons Montluçon. Et celle de Jean-François Reul, Faire entendre le camp des travailleurs. Merci à vous 5 d'être venus débattre sur ce plateau. Merci Emmanuel d'avoir été à mes côtés. Cette soirée de débat continue. Après Montluçon, place au Puy-en-Velay. Municipal 2020, France 3 vous propose de vivre les débats au plus près de chez vous. France 3 mobilise toutes ses rédactions sur tous ses territoires et vous offre 287 débats pour mieux comprendre les enjeux de ces élections et tout savoir de ce qui se joue chez vous. Tout sera décrypté, analysé durant 4 grandes soirées en prime time et en direct dans votre région. Citoyens et candidats pourront débattre des sujets qui les touchent dans leur vie d'aujourd'hui et de demain. Dès mercredi 26 février, Municipal 2020. Qui mieux que France 3 pour parler de vous et de nos territoires ?